Bonjour et bienvenue, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore à Bordeaux, en plein soleil, dehors. On va croire qu'il fait beau tout le temps à Bordeaux. Et je crois que ça va finir comme ça. Il fait plus beau à Bordeaux ou à Biarritz? À Biarritz, il fait quand même très très beau, mais il y a du vent et il pleut aussi. Donc ça alterne. C'est à peu près la même température qu'ici, j'imagine. Ouais, c'est à peu près la même chose, sauf que dans une journée, t'as 6 météos différentes. Voilà. C'est à quoi, Bord de mer, quoi. 2 heures d'ici? 2h30, ouais. Ça se bien. Et aujourd'hui, on reçoit Jérémy, qui va nous parler de son histoire et de sa vie, Mhm. qui va être notre père castor du jour. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, toi. Bah écoute, la vie est belle. Et toi, Maury? Moi, j'adore quand il fait beau. Donc, dès qu'il y a du soleil, je suis content. C'est pas mal, là. Hein. On est pas mal. Je me suis réveillé ce matin. Je me suis dit... Par contre, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message à 9h13. Donc, je sais pas si ça a attendu longtemps. Non, j'ai pas attendu longtemps. Et en fait, si tu veux, ces trucs d'Alsacien, ça, on arrive toujours un quart d'heure avant. C'est la bonne heure, c'est un quart d'heure avant. Moi, genre, t'arrives en retard, ça me fait griller les neurones. Tu vois, les gens qui arrivent 5 minutes après, c'est que tu peux arriver à l'heure pile, mais viens pas en retard, quoi. Ça me fout les chakras en bordel direct, quoi. Ça va, 9h. Amaury est pareil, mais dans l'autre sens. Tiens, un quart d'heure de retard. Ça va, tu m'as appelé, j'ai répondu direct. Non, mais c'est. En plus, Tout va bien. WhatsApp, je sais pas vous, mais moi, ils mettent pas de notif sur mon téléphone. J'entends juste que ça sonne. Et du coup, maintenant, je sais que c'est WhatsApp, mais au début, je savais pas ce que c'était. Ça dépend comment tu l'as réglé en fait sur Ouais. les notifications. Ouais, Moi j'ai Slack qui me fait le même genre de conneries. Ok, ouais, j'imagine que ça doit être en effet de ma faute. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Je t'ai expliqué rapidement ce que c'était tout à Ouais. l'heure. Peut-être juste avant que tu nous expliques, parce qu'on aime bien aussi avoir une idée un petit peu de l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Mhm. Donc avant qu'on défile toute ta vie pour venir un petit peu au résultat, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Jérémy, très rapidement, ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es, tes activités, en quoi ça consiste? Je m'appelle Jérémy Coleman, je vais avoir 35 ans cette année, je suis entrepreneur depuis 10 ans, 15 ans. Enfin, ça fait un moment, hein. La case salariée pour moi c'était pas trop possible. Ok. Et ça on en parlera après sûrement. Ouais. Et aujourd'hui j'ai une entreprise qui fait de l'accompagnement, de la formation et du coaching pour des indépendants. Donc en fait on aide des coachs, des thérapeutes, des consultants, des solopreneurs à développer leur activité en organique ou en evergreen s'ils sont plus avancés. Je fais ça depuis bientôt 3 ans maintenant. On accompagne 300 clients par an. On est une équipe de 15 personnes. Et voilà un peu l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Ok, c'est cool. Et du coup, uniquement activité entrepreneuriale, tu disais tout à l'heure que tu avais aussi un petit peu d'investissement. Je fais un petit peu d'investissement, j'ai un peu d'immobilier, j'aime bien les montres, j'ai un peu de crypto, je suis un peu exposé en bourse. Ok. Mais l'investissement, pour moi, c'est pas ce que je fais à temps plein ou même pas une grosse partie de mon temps. C'est vraiment réattribution des ressources que je ne sais pas placer dans mon entreprise. Donc tout ce qui est en excédent et qui ne va pas dans l'entreprise ou qui n'est pas replacé en formation, en accompagnement, en coaching, va être placé dans des endroits où... Mais je cherche pas tellement la performance et la rentabilité, je cherche juste à sécuriser la valeur de mon argent en fait. C'est pas ça aujourd'hui qui te fait vivre. Tu te Non, sers pas pas du de ces rendements pour vivre à aucun moment. Non. Ok, et juste, du coup, aujourd'hui, vous êtes une quinzaine sur ta boîte. Ouais. Tous en full remote, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Tous en full remote, tous en freelance. Tous en freelance. Tous en Ouais. freelance, ok. Et en termes de chiffre d'affaires, si on peut donner des chiffres? Cette année, on va sûrement faire entre 1 million et 1,2 million au moins. Ok. Voilà, à peu près. Ah, super, ok. Bon, bah écoute, on va pouvoir commencer du coup le podcast. On va Maintenant pouvoir parler qu'on de sait toi. à qui on a affaire. On va remonter, j'imagine, du coup, d'après ce que tu viens de nous dire, plutôt à ton premier souvenir entrepreneurial. Ouais. Te laisser le temps de la réflexion, te donner des idées. Nous, par exemple, vendre des cerises à 5 ans, ça fait partie d'un souvenir entrepreneurial. D'accord. Donc c'est toi qui décides et après on va remonter ensemble. Le premier vrai truc où on pouvait appeler ça de l'entrepreneuriat, même si bon, c'est un peu du bricolage, c'est j'étais au collège. J'avais Internet chez moi, on n'était pas beaucoup avant Internet à cette époque-là, j'avais Internet chez moi et j'avais capté que je pouvais acheter sur eBay, ça venait de Chine, des boîtes entières de chevalières plaquées or, où la boîte me revenait sur eBay à 15 $. Ok. Et derrière, je les revendais 20 € pièce. Putain, t'en avais combien? Oh, c'était des boîtes de 40. Alors nous, on n'appelle pas ça du bricolage. Là, il y a déjà un business pour nous. Hein. Ouais, mais il y avait pas de société, il y avait rien du tout, tu vois. C'était dans la cour de récré sous ma veste, quoi. Non mais on te met à l'aise. On a eu des shorts, des pulls. Des pulls Franklin Marshall, je Des crois. pulls Franklin Marshall. Moi, j'étais au collège, j'achetais des chaussures en Chine à des Chinois. J'envoyais des Western Union. Je l'ai fait aussi. J'avais pas de société. Je l'ai fait aussi. J'avais pas de société non plus. T'inquiète. Officiellement, c'était des usines dégriffées à Madagascar. Comme s'il y avait des usines Dior dégriffées à Madagascar. Mais du coup, t'as Mais acheté. le pire, c'est que j'y croyais, moi, à l'époque. Hein. J'étais sûr que c'était vrai. Hein. Mais pareil, je disais, mais vous croyez que ça sort, mais ça sort des mêmes usines. Voilà. Ah non, moi, j'étais sûr de moi. Hein. J'étais persuadé que ce que je faisais était 100% légal, 100% clean et tout. Après, c'était bien avant qu'il y ait toutes les nouvelles lois qui passent sur la répression des fraudes, sur la contrefaçon, sur les copies, etc. Mm. Donc, je pense que c'était déjà pas terrible au niveau de la loi.
Mais c'était moins chaud que quelqu'un qui ferait ça aujourd'hui, tu vois. Oui, on était moins au courant, voilà. On peut dire, on Mais savait. même, il n'y avait pas. Déjà, on peut dire qu'on savait pas. Et foncièrement, moi, vraiment, On savait je pas. savais pas. J'étais naïf comme pas possible. Mais même, c'était pas les mêmes lois encore sur la contrefaçon. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, il y avait beaucoup moins de risques. Tu risquais juste des petites amendes pour les imports-exports. Peut-être quelle génération? Quelle année? 88. Ah bah ouais, donc exactement pareil. Donc on a connu les mêmes choses. Donc, ouais, j'ai commencé avec Non, ces mais choses-là. quoi. rentable par contre. Hein. Ah ouais, c'était bien. Parce que 15 € la boîte, 40 en une, t'avais amorti, les 39 autres, c'était du bénéfice. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'était pas mal, ouais. Et ça se vendait bien. Ouais. Ouais, franchement, ouais. J'avais des copains qui habitaient dans des cités, là-bas, tout le monde voulait des chevalières. Personne n'avait les moyens de s'acheter un truc à 500 €, tu vois. Enfin, c'était impensable. Et tout le monde était content d'avoir un truc qui brille sur les doigts, quoi. Putain, non mais t'imagines, tu t'en écoules par quoi, contre, une par mois, j'imagine De boîte Ouais. Ou à peu près. Bon, après, je l'ai pas fait très très longtemps. Hein. Ok. J'ai fait Honnêtement, 2-3 boîtes, pour l'instant, c'était déjà sympa, hein, mais. Bah, tu m'étonnes. c'est le business plan le plus rentable. Hein. Ouais. Tout ce qu'on a eu pour le premier business, c'est c'est le vrai. plus rentable. Ah, mais c'est plus rentable que ce que je fais aujourd'hui. Hein. Les marges n'étaient pas les mêmes. Hein. Quand même. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on a. Putain. Ce qu'on a eu, je gagne 20 € par t-shirt, machin et tout. Moi, bah, pareil, les chaussures, bon, on gagnait pas beaucoup. Là, ouais. Là, félicitations, bravo. Ouais. C'était rigolo, ouais. Putain. Peut-être en fin d'année, quand on fera les Oscars de Père Castor, t'auras peut-être ton prix, tu vois. Ah non, on a fait plein de trucs comme ça. Pareil, il y avait des gens que je connaissais qui avaient des boîtes d'import-export avec la Chine pour des cadeaux publicitaires d'entreprise, trucs comme ça. Ok. Sauf qu'en fait, tu pouvais choper des appareils photo numériques, même s'ils marchaient pas terrible, tu vois. Sauf que nous, on les touchait à 10 €. Et on les revendait à nos potes pour 20-30 €. Et ils étaient très contents. Dans le commerce, ça valait 150. Mais il y avait des bons deals comme ça, en fait. Et tout l'enjeu, en fait, si tu veux, c'était de savoir faire venir des marchandises de l'international Le sourcing. à une époque où c'était pas du tout aussi simple qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'Alibaba, même sur eBay, il n'y avait pas grand-chose. Il fallait connaître des gens sur place, des gens qui faisaient déjà ça à grande échelle. Et quand t'envoyais y des avoir des Western potes, quoi. Union, il fallait quand même avoir un peu les couilles d'envoyer. J'ai envoyé des 400, des 500 balles à Western Union. Et puis, D'envoyer un code. Non, et puis les Western Union, ça allait, mais quand tu devais faire des mandats via la poste et que la poste, il te renvoyait des cartons toutes les 2 semaines, ils te regardaient, genre, vous faites quoi dans la vie, monsieur Non, Ouais, mais on a puis fait- t'avais 12 ans en plus. Non, un peu plus tard, collège, 15 ans, un truc comme ça. Ok. 15 ans, collège, début de lycée, je crois que c'était à peu près. Ok. Bon, et alors la suite, ça a été quoi? La suite, moi j'ai eu mon bac, je suis parti à la fac. Bac quoi? Suivre bac ES. ES, ok. Bah, de toute façon, sur la chaîne, c'est ES ou STMG. Ouais. Il n'y a pas de. Y a pas d'autre. Mention, t'as eu de la chance, hein, donc 11 et demi. Mais j'étais un élève de toute façon assez moyen, hein, parce que je foutais rien surtout. Ouais. Je pars à la fac pour suivre mes potes. Ok. Je vais en AES, je savais pas ce que Strasbourg? c'était. Ouais. Ok. Je savais pas ce que c'était AES. AES, c'est. Administration économique et sociale. Ouais, c'est ça, ouais. Aucune idée C'est de ce que ça économique. allait. Ouais. Et je vais là-bas, j'arrive en première année, j'arrive au premier cours, le doyen qui dit les cours sont facultatifs. Pour ça, c'est bloqué. La fin de sa phrase était mais fortement conseillé, mais j'ai pas le temps d'entendre la fin de la phrase, j'étais déjà dehors. Donc première année, je suis quasiment pas allé, je retape, je valide une partie des matières la deuxième première année, je me rends compte que ça sert à rien, ça me conviendra Parce qu'en absolument plus, pas. comme tu retapes, donc du coup, tu refais pas toute la deuxième année, là, encore plus cool. Parce que t'es pas obligé de faire toutes les matières. Ok, un Ouais. carnage. Ok. Mais assez vite, je me rends compte que ça marchera pas et je pars à l'ISEC Strasbourg en école de communication. Ok. 3 années de tronc commun ponctuées par l'absentéisme. Je leur ai battu les records de l'école. Et pourtant, tu sais qu'en école, c'est compliqué de les Ouais. battre. Non, Parce qu'il y a des tueurs. Je crois que je suis Brille top par son 3. absence, c'était ça Ouais, un peu c'est ça, top 3. Oui, par son- Il y a des cours où je pouvais travailler autant que je voulais, j'avais 3 de moyenne. Compta, droit, des trucs comme ça, c'était pas la peine. Il y a des cours où j'y allais pas du semestre, je me pointais au partiel, j'avais 18. Et il y avait des trucs entre les deux où les profs étaient brillants et j'adorais aller à leurs cours et j'avais 15 de moyenne et je m'éclatais avec les profs. Ok. Et c'est à peu près sur cette même période où je lance mon premier blog, qui était juste des chroniques en ligne, etc. C'était les tout débuts de WordPress, pour situer un peu le contexte. Fallait encore tout coder, quoi. Il n'y avait pas de drag and drop. Hein. Fallait l'uploader et tout ça. Ouais. Fallait fallait l'uploader. Ok, Ouais, j'ai fallait tout j'ai connu. coder, c'était très compliqué. C'est l'époque où pour mettre un formulaire newsletter sur ton site, il fallait coder avec Aweber. Ça prenait entre 3 et 6 heures à quelqu'un de débrouillard. Sachant qu'on n'était pas dev, nous, tu vois, un dev sur 3 minutes, mais moi, j'avais aucune idée de comment coder quoi que ce soit. Hein. Oui, tu demandais pas à ChatGPT. Peux-tu me faire Non, c'est pas le ChatGPT. Non, même Google, ça marchait pas comme maintenant. Enfin bref, c'était l'ICOS. Hein. Ah oui, c'est l'ICOS, oui, putain. Donc je lance un premier blog. Alors c'était juste Sur des quelle chroniques. thématique? C'était des chroniques satiriques. Ok. Pour m'éclater plus qu'autre chose, mais je me suis fait la main en fait. Hein, gros, En 2010, à peu près 2010, ouais, ça doit être ça à peu près, ouais. Je continue à m'amuser, je continue mes études. Blog sur chronique satirique? Ouais. Pas d'idée de monétisation, tu Non, voulais pas juste du tout. rigoler? Non, pas du tout, je voulais me marrer. On a mis du AdSense dessus, je pense qu'on doit gagner 10 € par mois, quoi.
C'était pas la grande époque. Hein. Ça marchait? Ouais, il y avait un peu de trafic, ouais, ça avait ranké, mais le SEO, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, tu vois. C'était facile de ranker à cette époque-là, en fait. Ok. Tu faisais n'importe quel mots-clés. article de 300 mots avec la requête dans le titre et c'est bon, tu rankais en page 1, quoi. Ouais. Il y avait rien, en fait. Ouais. C'était le tout début. Ouais. Une bonne balise H1, H2, H3. Ouais, un peu les mots-clés, keyword ouais. stuffing, etc. Enfin, tout ce qu'il fallait Ok. pas faire, mais à l'époque, Oui, ça oui. marchait, quoi. Tu bourrinais un peu. Ouais, c'est ça, tu mettais du SEMrush, et des trucs comme ça. Et ouais, ça, c'est T'allais tout passé. inscrire ton site sur 27 annuaires. Sur 27 annuaires éclatés. Et... Ouais, ouais. Tu Ok. mettais Moi, tes mots-clés sur le fond du site en transparence pour pas que les utilisateurs les voient et que Google Ouais. les détecte. Il y avait plein de conneries comme ça. Ouais, les techniques de forceur qu'on a Ouais, connues. complètement. Et 2012, je lance un blog d'abord sur la mode masculine, parce que je m'intéresse au sujet à cette époque-là. Ok. Ce blog deviendra un média à part entière, qui se classera 4e au niveau national sur la mode masculine. Donc, c'est-à-dire les 3 premiers. Les qui 3 premiers à l'époque, c'était Bonne Gueule, Comme un camion, et je sais plus si c'était Very Good Lord ou Jamais Vulgaire qui était au-dessus de nous encore. Ok. Donc, Ou peut-être les deux, on était 5e, je me souviens plus exactement. Mais c'est dans ces eaux-là. ouais, du coup, c'était assez ouf. Tu devais avoir beaucoup de trafic. Ou On c'était- faisait 40-50 000 visites par mois. Ok. Sur une niche. Ouais. Parce que la mode homme. À l'époque, c'était encore une niche. Aujourd'hui, ouais. plus, mais à l'époque, ouais. Et vous étiez, en plus, vous étiez encore étudiant? Est-ce que j'avais fini? J'étais en fin d'études, moi. Ok. Oui, parce que j'ai fait mon mémoire de master sur comment monétiser un blog sans publicité. Ok. Et justement, en fait, on a lancé un e-book, un livre papier, un programme de coaching sur le vêtement. Ensuite, on a fait des collabs avec des marques. pour Quelle année faire- ça Ça devait être 2014, dans ces eaux-là. Ah ouais, donc en fait, tout ce qu'on doit faire entre guillemets aujourd'hui, tu l'as déjà fait en 2014 sur un testing. Ouais, mais bon, je l'ai fait à petite échelle. Non, à l'arrache, non, mais ouais, je veux dire, l'ai t'as maintenant, eu- ouais. non, mais et combien de personnes ont fait ça en 2014 On était 3. Ok. Voilà. Non, Pas mais- sur la mode masculine, hein, Non, j'en mais- sais rien, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà d'aller chercher ces techniques-là pour aller chercher la monétisation, alors que le plus simple, effectivement, c'était la pub et les encarts, les beaux petits rectangles Google. En Ouais, bas. mais tu perdais l'indépendance. Bien sûr. Et en fait, c'est ça qui m'emmerdait dès le début. Je voulais pas être dépendant des annonceurs. Parce que, ayant fait un cursus justement dans la publicité, je savais toutes les problématiques de ligne éditoriale que tu allais avoir si tu étais dépendant de tes annonceurs. Et en plus, tu maîtrises pas la pub qu'il va y avoir sur ton ouais. site. En plus, c'est pas toi qui l'avance, c'est pas toi qui fais la régie. Si tu passes par une régie externe, ça devenait Exactement. très compliqué. Ouais. Ok. Et fort de nos succès, pensant qu'on était invincible, on s'est dit on va se lancer dans l'e-commerce. Et là, Juste, tu gagnais de l'argent avec ça? un petit peu, pas énormément, mais un petit peu, ouais. Tu pouvais en vivre? Ouais, tout juste. Ok. On faisait un peu de freelancing à côté. Mais du coup, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, t'as même pas été salarié en fait. Parce que si t'étais en sortie d'études. J'ai fait des stages plus. Et Ok. ensuite, je me suis enfui. Parce que j'étais un très mauvais stagiaire. Très mauvais stagiaire. Les entrepreneurs sont des très mauvais salariés en général. Ah, mais. Mais parce qu'on a un problème avec l'autorité Bien Ouais. sûr. et la hiérarchie. Moi, si tu veux, alors j'ai fait des stages où la personne au-dessus de moi, je la trouvais profondément brillante, elle allait tout m'apprendre. Et donc, je fermais ma gueule et j'étais un bon petit soldat. Et j'ai fait des stages où je trouvais qu'on me donnait des trucs à faire que je trouvais bêtes. Et j'avais du mal à me retenir de le dire. Quand même dire- Donc, ça a pas marché. Quoi. J'ai expliqué un jour à un maître de stage la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Et donc, je lui ai dit tu te Erreur rends- 404. Ouais, tu te rends bien compte que ce que tu me demandes de faire, tout le bureau peut le faire. Et que par contre, l'optimisation web marketing que je suis censé faire, je suis seul à pouvoir le faire. Est-ce que tu penses que c'est une bonne utilisation de mon temps et des ressources de l'entreprise? C'est là où le bug. Après cet épisode-là, pendant le mois qui restait, on m'envoyait promener le chien. Genre, on voulait plus m'avoir dans les pattes. Quoi. Non, vraiment, j'étais une catastrophe. J'étais un petit con, trop arrogant, trop sûr de lui. Et, Ouais, tu dis petit con, mais est-ce qu'aujourd'hui tu penses que t'aurais changé? Ou tu dirais toujours la vérité en face? Non, je dirais toujours la vérité, mais peut-être que je le dirais avec moins de condescendance. Ouais, ok. Tu vois, il y a des façons de dire les choses. Tu l'as dit là comme ça, là. Ah ouais, Là, comme à tu peu- l'as dit. à peu près, ouais. Plus d'intelligence de situation, on va dire. Ouais, et j'ai plus appris de communication, de la De communication non retenue, violente, de tact, savoir communiquer avec les autres. En fait, tu peux leur dire un truc qui va pas leur plaire, mais si tu leur dis intelligemment, en Ouais. leur faisant comprendre que Tu c'est peux dans tout leur dire. intérêt et que tu te places pas au-dessus d'eux dans Ouais, la ouais. conversation, en fait, tu peux tout dire à tout le monde. On est d'accord. Mais à l'époque, j'étais con. Ok. Donc e-commerce Ouais. 2015 2014 2015. 2015, dans Donc, ces eaux-là. On sait quoi comme site? C'est Joomla? C'est du Non. quoi? C'est du Joomla? C'est du WordPress? C'est du WordPress avec WooCommerce à l'époque. WooCommerce, ouais. Ok. C'était un enfer en plus à Ah ouais, configurer. WooCommerce, Mais c'est pas ça le plus drôle. Le plus drôle, c'est 3 mecs de moins de 30 ans qui débarquent à un salon à Paris avec les acheteurs du printemps des Galeries Lafayette et les acheteurs internationaux des États-Unis, etc. Déjà, au début, ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. Il fait mais vous êtes acheteur ou vous êtes blogueur? Les deux. Non, ça marche pas. C'est soit vous êtes la presse et c'est pas aujourd'hui, soit vous êtes acheteur et c'est maintenant. Mais comment ça, vous êtes acheteur? Il n'y a pas de site.
Faites pas chier, c'est lourd. Et on avait 25 000 € à claquer. On les a claqués n'importe Tu les comment. sortais d'où? On a réussi à lever des fonds autour de nous, de love money, quoi, des proches, etc. Ouais, ok. On a monté une boîte et on s'était dit qu'on était des génies. On fait le tour du salon. À l'époque, je m'entendais très bien avec le cofondateur de Bonne Gueule, Geoffrey Bruyère, qui m'avait dit, il a déjà de l'avance sur tout ça, lui, hein, vraiment, il comprenait bien. Il m'a dit, Jérémy, fais attention, pas de trucs trop pointus, on est en France, cherche des marques locomotives, des trucs que tout le monde peut acheter, etc. Je fais, oui, t'inquiète. Je suis allé acheter une marque japonaise qui s'appelle Haversack, c'était des trucs déstructurés, oversize, undersize, avec des matières cheloues. Ça a mis 12 mois à arriver, avec les problèmes de douane. Les tailles japonaises, c'était pas les mêmes que les tailles françaises. Les trucs étaient concrètement pour des gens normaux importables. Parce qu'à part c'était blogueur mode à la Fashion Week, personne n'aurait porté ça dans la vie. Et j'ai encore, sur ces 25 000 €, je pense 22 000 € dans les placards chez mes parents. Il n'y a rien qu'à aller. Non, vraiment pas. C'est une catastrophe. Et vraiment toute l'arrogance du mec qui croit qu'il sait et qui sait rien. Les photos étaient moches, le site était décodé avec les pieds. On avait vraiment tout faux. Et c'est la plus grosse claque que j'ai prise dans ma vie La vie professionnellement. t'a rappelé. Ouais, c'est ça. Tu crois que t'es bon, allez, bam. Tu vas commencer par passer à la caisse et après on discute. J'ai plus jamais fait d'e-commerce. Hein. Ça m'a vacciné. Ah, au moins, t'en as tiré des leçons a posteriori. Ouais, de pas faire d'e-commerce. Je laisse ça à ceux qui savent le faire. C'est pas mon métier. Putain, t'as rien vendu, tu devais être fou par contre. J'ai vendu 3 trucs et demi, quoi. Ouais. Et, Ah, vache. alors sur les collabs qu'on a fait avec des marques, on les a vendus. Ok. On avait fait des ceintures faites en Italie, patinées à Paris, etc. Vraiment des beaux produits qu'on avait fait en collab avec une boutique à Strasbourg qui était Revenge Home. Donc c'est une passionnée vraiment du produit, mais de sa confection, qui connaissait les fabricants. On a trouvé ensuite les personnes pour faire les patines au pinceau. On a fait des produits fous. Les t-shirts, on les a fait avec un créateur et tout. Mais quand on a voulu acheter pour revendre, déjà c'est plus les mêmes marges. Tu vois, déjà, si tu fais un fois 2,2, t'es content. Sauf une fois que t'as enlevé la TVA, les charges, les impôts, les machins, les trucs, il reste rien. Et ouais, non, sur les commerces, c'est quand même planté, quoi. T'as continué ce. On a continué le média. Tu l'as toujours? Non, je l'ai revendu ensuite. Mais Ok. après. Ouais, ça peut se revendre. Ouais. Ça se Ouais, revend en bien. l'occurrence, c'est des gens qui voyaient le potentiel SEO Ok. et qui se sont dit. J'ai l'antériorité du. Du nom de domaine, etc. C'était revendu à une personne qui l'a monté en puissance et qui derrière l'a revendu à quelqu'un. Combien et combien? Tu as les chiffres? Quelques milliers d'euros, je sais plus le chiffre exact. Ok. Et la revente définitive, par contre, j'en sais rien. T'as pas gagné beaucoup d'argent avec ça? Non, pas Ok. énormément, on a quelques milliers d'euros. On a fait, c'était déjà très bien, hein. C'est un truc qu'on avait bricolé nous-mêmes. C'est Tu l'as vendu quoi en 2016-2017? 2016, ouais, je crois, un truc comme ça. Ok. T'as fait quoi ensuite? Du freelancing. En Ok. fait, tu sais, j'avais des compétences, j'avais une notoriété, j'avais un réseau. Puis t'avais appris 2-3 trucs là. Et donc j'ai commencé à vendre en freelance de la communication digitale, social selling, storytelling du dirigeant, web marketing, rédaction web, optimisation emailing, enfin des trucs que j'avais appris à faire avec le blog. Assez vite, le freelancing est devenu une agence, une petite agence. Ensuite, je me suis rendu compte que faire du done for you pour les entreprises, c'était quand même très très chiant. Et que manager toute une équipe de freelance, ça me saoulait aussi. Donc je me suis transformé en boîte qui coachait les entreprises et les dirigeants. D'accord. Ok. Et vers la fin, j'avais quelques gros clients. On a coaché sur Instagram la branche pro de Sony. Et puis on avait quelques clients dans les télécoms, des trucs comme ça. Et un jour, j'ai un client avec lequel ça se passe pas bien du tout. La relation est très tendue. Parce que le CEO, il a validé. Il y a quelqu'un qui nous a placés. Celui qui nous gère au quotidien, il n'aime pas notre gueule. Enfin, c'est un peu complexe comme dynamique. En gros, il y a des gens dans la boîte qui estimaient qu'on n'avait rien à foutre là, qu'on était nuls. Mais c'est pas eux qui avaient décidé. Donc c'est très compliqué en interne. Et le mec est en train de me gueuler dessus au téléphone en me disant mais je suis le client pour qui vous prenez. Je raccroche, je romps le contrat, je dis plus jamais ce genre de boîte. Et c'est là que j'ai commencé à rebasculer vers le monde des infopreneurs et des coachs. Parce que du coup, tu te destinais plus à ce moment-là vers du monde startup? Agence, donc corporate, B2B, classique, quoi. Donc t'étais, pour bien comprendre, t'étais seul freelance au départ et après t'as embauché d'autres freelances qui t'aidaient à gérer tous les clients que t'avais? Qui étaient aussi en free, je les ai pas embauchés. Ouais. Moi, j'ai jamais eu de salariés, je suis bossé avec des free. Ça a l'air Parce que important j'aime pour bien, toi. Ouais, parce que tu peux plus les payer. Ouais. Ils sont plus libres. Et toi aussi. Et la relation est peut-être plus saine. La relation est plus saine et tu peux avoir des gens qui sont meilleurs en fait. Et pour le même budget, si je leur demande moins de temps, j'ai des gens bien meilleurs. C'est vrai. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus important. On le regarde post-2020. Bien sûr. Les gens qui sont vraiment bons, sauf quelques Spoutnik qui veulent être salariés parce que la mission de l'entreprise leur paraît tellement dingue qu'ils ont envie d'y aller. Ouais. La plupart des gens aujourd'hui, ils ont tous envie d'être indépendants. Ouais. Et de bosser avec un ou deux clients seulement, hein, mais Ouais. ils ont tous envie d'être indépendants.
Il y a une liberté psychologique qui est plus importante et que ce soit pour toi ou pour eux, le partenariat est gagnant-gagnant, quoi. Ouais, non, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, si je veux payer quelqu'un 1500 €, ça me coûte 2000. Mais si je veux le payer 2000, ça me coûte de suite 3500, 4000. Ben, si je dois dépenser 3500, 4000, je préfère lui donner à lui directement. Je peux lui donner la moitié à l'État et l'autre moitié à la personne. Non, mais complètement. Après, la sécurité du salariat, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Bah, ça rassure quand même pas mal de personnes, mais en effet. Les banquiers, ça rassure qui? Oui, exactement. C'est ce qu'on... Ouais, mais vu qu'on Mais fait nous, le ça niveau- nous parle. vu qu'on fait le niveau, Ouais, bien sûr. Non, ouais. Non, mais le CDI a cet intérêt-là. Aujourd'hui, je te rejoins à 1000%. Pour ça, Le seul intérêt du CDI, c'est le banquier. C'est de pouvoir lever de la dette. Psychologiquement, pour beaucoup de personnes. C'est sûr, moi entrepreneur, même pour louer un appart, c'est chiant, quoi. Alors que j'ai genre 5 fois le loyer. Oui, non, mais. Non, mais c'est. Et ça en fait, rentre moins dans les cases. leurs assurances me veulent pas. C'est même pas les propriétaires qui me refusent, c'est leurs assurances loyers impayés qui m'aiment pas. Oui, tu rentres pas dans les cases. Ouais, c'est ça. Après, elles vont évoluer, je pense, dans les années à venir, parce qu'il y a tellement de personnes qui se retrouvent à être de plus en plus freelance, etc., que je pense qu'ils vont avoir tendance quand même à faire C'est quand même évoluer des grosses boutiques, c'est des grosses machines, c'est des bulldozers. Ça va prendre du ça temps. met du temps à Ça va piloter. prendre du temps. Ouais, je pense que les propriétaires vont aussi s'adapter. Tu vois, t'as un entrepreneur, tu le sens bien, il a l'argent, mais t'as envie de te sécuriser, tu prends 3 mois d'avance et puis c'est réglé, quoi. Fais pas chier, je te les donne et tu me laisses tranquille, quoi. Ouais, ou au pire, tu Légalement, mets. ça soit possible. Non, mais sinon, tu prends Visal si tant est que tu puisses être éligible. Bon, après, si tu gagnes assez bien ta vie, ça dépend si tu te sers un salaire, faut voir, mais tu as ce genre de choses qui fonctionnent bien aussi aujourd'hui pour les assurances, pour les propriétaires. Ok, donc du coup, cette aventure, elle était de 2016 à 2020, j'imagine. J'ai débuté dans le monde du coaching et de l'accompagnement en fin 2018, début 2019. Donc ça a duré, l'histoire agence freelance, et tout, ça a duré 2-3 ans, quoi. Ok, et du coup, tu es monté à quoi en termes de clients, en termes de freelance, en termes de. Tu te souviens un peu En termes de freelance, j'avais 3-4 personnes qui bossaient avec moi. Ok. Plus un ou deux stagiaires, je crois. Nombre de clients, j'en avais une dizaine. Et ça devait faire. Que des gros Ouais, quasiment. Un ou deux petits. Mais parce que je kiffais ce qu'ils faisaient, j'avais trop envie de travailler avec eux. Je me disais que ça allait être cool. Et en termes de chiffre d'affaires, à l'époque, ça devait faire entre 10 et 20 000 euros par mois, peut-être, un truc comme ça. Ok. De CA. Hein. Ouais. Ah, donc là, tu as gapé, là, alors. Là, récemment, tu as quand même gapé en termes de chiffre d'affaires. Parce que Ouais, jusqu'à 2020-2021, tu disais, cette aventure, agence Agence, c'était jusqu'à. Non, agence, c'était jusqu'à 2018-2019. Ah, jusqu'à 2000. Je croyais que ça avait commencé. Ok. Non. Donc 2016, 2018-2019. En gros, tu as revendu ton site, tu es passé J'ai fait indépendant. freelance, agence, coaching, etc. Et ensuite, 2019, je fais de l'accompagnement. Avant de parler de l'accompagnement, comment on se place pour avoir c'est quoi, c'est appel d'offres pour avoir des clients comme Sony quand on est tout seul, indep Non, moi, la création de contenu, pour moi, si tu veux, c'était une seconde nature depuis 2012. Sauf que ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est qu'en 2016, 2017, 2018, tu faisais un article sur LinkedIn, tu étais le seul. Donc moi, un jour, j'ai fait 2-3 articles sur les dernières tendances de communication du dirigeant que moi, j'avais chopé aux États-Unis. Et j'ai 10 patrons des plus grosses agences parisiennes qui ont voulu me recevoir. Ah ouais, juste avec un article LinkedIn. Ouais. C'était ouf. Incroyable. Alors que j'étais personne. Dans le monde j'avais pas fait les grandes études de pub, j'avais pas de réseau, je venais de débarquer à Paris quelques années avant, etc. Et je me suis retrouvé vraiment assis dans les bureaux de grandes agences parisiennes ou de grandes marques parce qu'ils avaient vu mon article sur LinkedIn, sur Medium ou des trucs comme ça. Et l'article, il a vraiment pété? Ouais, il avait fait plus de 100 000 vues, je crois, un truc comme ça. Sur un article LinkedIn. Un moment où LinkedIn, on le considérait pas de la bonne manière. C'était un CV à l'époque. Ouais, voilà, c'était un CV. C'était un CV on rédigeait pas forcément d'articles. Personne ne faisait d'articles. Donc tu as été novateur aussi sur ça. À cette époque-là, ouais. Tu as été un des premiers à le faire. Ouais, après, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté. Ok. Si j'avais continué, ce serait fou. Aujourd'hui, tu as combien de personnes sur LinkedIn? Je dois en avoir 7-8 000, je crois, un truc comme ça. Okay. Pas dégueulasse, mais si à l'époque j'avais poussé. Ouais, oui, je pense que tu serais à 50 ou 100 000 aujourd'hui, certainement. Ouais, probablement. Ouais. Comment t'expliques le fait que, du coup, de par ton analyse, et après on reviendra sur l'aventure, mais ça c'est une petite digression. Comment t'expliques que LinkedIn, ça soit devenu aussi hype ces dernières semaines, derniers mois? Les créateurs de contenu, ils sont allés, ils ont vu qu'il y avait de l'attention facile. Okay. Je faisais une analyse il n'y a pas longtemps. J'ai un post qui a buzzé sur Facebook. Ouais. 150, 180 likes, 95 commentaires, etc. Et plusieurs partages. Je vais dans les stats parce que j'ai un profil créateur. Je vois que ce post a fait 1000 impressions. 1000 impressions sur LinkedIn, c'est un post qui a merdé. Hein. Ouais. LinkedIn, un post qui fait un tout petit peu de visibilité, il fait 20-30 000 impressions. Ouais. Donc en fait, tu te rends compte que sur LinkedIn, et c'est en train de diminuer, hein, mais l'attention est encore très très cheap. C'est encore très facile de faire de la visibilité sur LinkedIn. C'est pour ça que tout le monde y allait. En fait, il y a des créateurs qui ont compris que là-bas, ils avaient une audience ultra qualifiée qui pouvait toucher hyper facilement.
Et t'as pas le sentiment que là, justement, Facebook, ces dernières semaines, au contraire, ça repart parce qu'il y a tellement peu de personnes qui produisent que du coup, dès que tu mets quelque chose, ça te met en avant? C'est pas que parce qu'il y a peu de personnes qui produisent, c'est que Facebook est en perte de vitesse et ils ont redynamisé avec les Reels. Ouais, c'est les réels qui. Ils ont réussi à reprendre de la vitesse et du volume avec les formats verticaux. Ils ont enfin craqué un peu le code. Et moi, je connais des gens qui ont réussi à faire des audiences de 70, 80, 90 000 personnes sur Facebook juste avec des formats verticaux en quelques semaines. C'est ouf. Et des audiences qui convertissent, hein, pas des audiences TikTok. Hein. Taquet. Voilà, non, mais TikTok, ouais, C'est offert par la maison. 27 minutes. TikTok, c'est bien si t'es Plat du pied sécurité. TikTok, c'est bien si t'es un influenceur, c'est bien si t'es un e-commerçant, c'est bien si tu veux faire de l'awareness, mais pour vendre des trucs chers, c'est quand même un peu nul, je trouve. Et ça veut pas dire que ça va pas se rentabiliser, mais moi, j'ai pas 5 ans à mettre pour bâtir une audience sur TikTok, alors que je peux la rentabiliser x100 ailleurs dans le même temps, quoi. C'est quoi aujourd'hui pour toi les plateformes pour une personne qui veut monter une communauté et essayer de revendre Ça dépend 100% de ta cible. Ça dépend de quel type de personne tu vas adresser. Bah, prenons l'exemple de nous, par exemple. Tiens, je vais prendre mon. Non, mais je Je te fais un pose la podcast question. pour faire un coaching perso. Malin. Donc sur de l'IMO. Par exemple, sur une activité. Alors, je vais pas prendre coaching. Je vais prendre, par exemple, Nous, on a une agence immobilière spécialisée dans le clé en main sur l'investissement. Ah, tu peux lui faire une facture après. Hein. LinkedIn, Instagram, YouTube. Ok. Euh, Des vidéos. J'imagine. sur YouTube, oui. Ça peut être juste du facecam éducatif, en fait. Hein. Là, maintenant, c'est en train de se normaliser. Mais moi, je sais que j'avais une discussion avec un copain, moi, qui était gestionnaire de patrimoine. J'avais cette discussion avec lui il y a 3 ans. Ouais. Et je lui ai dit, fais des vidéos éducatives sur la gestion de patrimoine sur YouTube. Il m'a dit, Il l'a ah fait non, je peux pas, c'est compliqué, machin, tout, les réglementations, les trucs. Et... Bah non, il l'a pas fait, mais enfin, à l'époque, il y a personne qui le faisait. Ouais. Aujourd'hui, tu as toutes les agences qui commencent à le faire. Mhm. Mais tu aurais pu prendre une posture de leader très, très, très facilement. Ouais, donner de l'info avant et gratuite. Et en fait, aujourd'hui, ce que tu peux faire, mais même avec moins de moyens, hein, tu regardes ce qui marche sur Netflix comme format. Autour de l'IMO, il y en a de plus en plus. Hein. Hmm. Tu regardes L'agence, même sur l'argent, etc. Sur l'argent, il y a des vrais formats aux États-Unis. Ouais. Il y a un mec qui vient dans une famille. Ouais, c'est Ramit Sethi. Ouais, voilà. Et exactement. Hyper intéressant. Ramit Sethi, qui est un des mecs les plus connus au monde, mais surtout aux États-Unis, sur tous les sujets liés à la finance personnelle, à l'argent, etc. Alors, son livre est extraordinaire, c'est un putain de best-seller. Pour autant, quand t'es un peu éduqué, tu lis le truc, tu fais ouais, ok. Vous avez le droit d'avoir plusieurs banques, no shit. mais c'est te dire Acheter le des niveau actifs et pas des passifs. c'est te dire le niveau moyen des gens, en fait. Ah non, mais c'est une catastrophe. Bah, on y est confronté tous les jours. Le niveau est catastrophique. Mais ouais, donc si aujourd'hui tu veux développer une agence, LinkedIn, Instagram, ça commence à être plus difficile qu'avant, surtout qu'actuellement l'algo il fait bien ramener tous les créateurs. Ouais, c'est sûr. LinkedIn, YouTube déjà, tout simplement. Ok, Ou mais pas. ou Tu vois, j'aurais cru que tu m'aurais dit podcast Facebook. vidéo. J'ai l'impression que Facebook en ce moment, c'est le. Là, depuis quelques jours, quelques semaines, c'est le nouvel Eldorado. Ça dépend du type de bien que tu veux vendre et à qui. Si tu veux vendre du clé en main, tu veux quand même des gens qui sont un minimum éduqués et qui aient un minimum de finances, mais qui n'ont pas le temps de s'emmerder. Les gens qui ont de l'argent, de l'éducation et pas le temps, ils sont sur LinkedIn. Exactement, c'est vrai. Si tu voulais vendre du grand public, Facebook, ouais, clairement. Ouais, tu veux vendre des croquettes pour chiens, tu vas sur Facebook aujourd'hui et là, c'est peut-être la meilleure manière de le faire. Et encore, tu vois, par exemple, typiquement, des croquettes pour chiens, tu vas sur Instagram et TikTok. Ok. Parce que tu vas avoir plein de vidéos trop mignonnes de gens qui font des trucs drôles avec leurs chiens et tu passes une pub à ce moment-là. Ou alors tu prends ces créateurs-là pour faire ta pub. Ouais, ok. Hyper intéressant. Donc du coup, merci du coup. Donc du coup, indépendant pendant 2-3 ans. Ouais. Ce qui t'a fait switch pour passer à... J'en avais marre des clients corporate. Ouais, c'est ce que tu disais. Ok. Vraiment, je leur jette pas la pierre, tu vois. C'est juste en fait, moi, j'arrivais pas à travailler avec eux. Ok. Ça marchait pas dans la relation. Peut-être que j'étais pas encore assez professionnel, c'est possible aussi, tu vois. T'avais Non, t'avais 30 ans, à peine 30 ans. Un petit peu moins de 30 ans, mais moi, ça passait pas. Donc en fait, je me suis dit, je vais aller travailler avec des gens que je connais bien parce que je les ai fréquentés plus tôt dans ma carrière. C'est les infopreneurs, les blogueurs, les entrepreneurs web, les coachs. T'avais déjà un réseau comme aujourd'hui ou moins? Pas aussi gros, non, pas aussi gros, mais je connaissais déjà quelques personnes. Parce que j'avais démarré dans les blogs en 2012. Ouais. Et à cette époque-là, en fait, c'était Tu t'es fait des un petit nom infopreneurs. déjà. Ouais, tu t'es fait déjà un petit Je nom. connaissais quelques petites personnes là-dedans. Ok. Ça t'a permis de rentrer plus facilement ou pas forcément? Ça m'a permis de faire de la visibilité en faisant des interviews beaucoup plus facilement. À l'époque où personne n'en faisait, moi je pouvais interviewer les plus gros blogueurs des thématiques à cette époque-là facilement. Ouais, tu leur envoyais SMS, ils te souvenaient de toi et puis c'était réglé. Ok. C'est ça. Et donc du coup, tu as créé cette, je sais pas, on peut dire agence. C'est quoi comment tu définis aujourd'hui Alors aujourd'hui, c'est pas une agence, c'est une entreprise d'accompagnement et de coaching. Je sais pas quel mot on peut utiliser.
On n'est pas un centre de formation non plus. Ouais, puis on peut pas dire que tu es que coach parce que tu n'es pas tout seul. Vous êtes une quinzaine, tu disais. Ouais. L'équipe coaching, c'est 6 personnes. Moi, Ouais. j'interviens de moins en moins. On est une boîte d'accompagnement. Donc tu commences en 2019. Toujours sur la même structure ou tu as créé des structures Non, il y a eu différentes? plusieurs structures successives. 2018-2019, j'étais sur l'ancienne que j'étais encore en train d'exploiter. On a fini par la fermer. J'ai eu 2 ans avec un associé sur une autre structure. On s'est séparés. J'ai dû recommencer de zéro en avril 2021. Ok. Et entre avril 2021 et maintenant, j'ai remonté une boîte tout seul. Et t'es tout seul? Ouais. Ok. Et donc cette structure, toi, tu as fait 2019-2021 avec un associé et tu n'as rien repris ou vous avez fait moitié-moitié sur le business existant? On a fait moitié-moitié sur le cash qui restait dans la boîte. Ok. Et on a tout arrêté. Et les clients Je crois que c'est lui qui a géré la suite des clients, mais moi je suis sorti, quoi. Ok. Donc là, tu as créé une nouvelle boîte en 2021. Aujourd'hui, on est en avril 2023. En 2 ans, tu es passé de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, un peu plus. On a fait... Par an. Ouais. On a fait... En 24 mois, on a fait 1,6 million de chiffre d'affaires, je crois, un truc comme ça. Encaissé. Je parle pas en vente. Ouais, donc 2 millions en cours en gros ou 1,8 million, j'imagine. Ouais, sûrement un truc comme ça. Ouais, c'est important parce qu'en plus, j'imagine, c'est des petites factures que tu fais. Pas tant que ça, hein. Nous, les tickets moyens, ils vont démarrer autour de 5 000. Ok. Ouais, quand même, il faut quand même les. Ouais, il faut faire quelques clients. Oui, ouais. non, mais c'est surtout ça que je. Bah, c'est ce que tu disais, 300 clients par an. Ouais, à peu près, ouais. Bah, franchement, c'est. Avec, on démarre autour de 5 000. Dans de l'accompagnement de groupe, ça va aller jusqu'à 15. Et moi, les quelques clients que je prends en one-one, ça va aller jusqu'à 30-35 pour 6 mois. Mais j'en prends 1 ou 2 dans l'année. C'est pas significatif. Des infopreneurs systématiquement? Des coachs pro de l'accompagnement, formateurs, thérapeutes. Donc des gens qui vendent soit de la formation, soit de l'accompagnement. T'as le droit de donner des noms de personnes un peu connues que t'accompagnes ou... Non, je peux pas. Non, tu donnes aucun nom. Il y en a qui sont connus par le grand public, j'imagine. Ça dépend de ce que tu appelles le grand public. Ça reste quand même des trucs de niche. Hein. En tout cas, dans leur domaine d'activité, c'est des référents. Ouais. C'est des leaders. J'en ai quelques-uns, ouais. Sans forcément donner de nom, il y en a qui ont fait des témoignages qui sont dispo sur Internet. Ok, si on va sur ton podcast ou ta chaîne YouTube. Sur YouTube, il y a un truc témoignage, ils peuvent aller regarder. Peut-être qu'ils en connaissent, peut-être qu'ils en connaissent pas, mais j'essaye de pas tomber dans le piège de je m'attribue le succès des gens. Ouais. Tout simplement parce que je pense profondément que des gens qui ont réussi en travaillant avec moi, ils auraient réussi en travaillant avec quelqu'un d'autre. Ils sont juste reconnus en moi et ça m'a mieux matché avec moi qu'avec un autre mentor. Mais les gens qui réussissent pas grâce à un coach, ils réussissent grâce à eux. C'est quoi ta vision du coaching? Alors forcément, elle est subjective, mais aujourd'hui, est-ce que tu penses, j'imagine que oui, mais qu'un entrepreneur qui est coaché réussit mieux? Et si oui, Ça dépend ce que tu mets derrière mieux. financièrement, plus de business, plus de clients? Plus vite, avec moins de difficultés intérieures, en faisant moins de conneries, en perdant moins d'argent sur le chemin. Tout le monde peut y arriver seul. T'as pas besoin d'être coaché. Hein. Par contre, je te donne un exemple. Moi, pour apprendre ce que j'ai appris, ça m'a fallu 15 ans. Ouais. Aujourd'hui, Internet est un peu différent, donc peut-être que toi, il te faudra 6. Ouais. En te faisant accompagner, ça te prendra 6 mois ou 1 an. Donc en fait, il faut te demander, est-ce que je valorise plus mon temps ou mon argent? Si je valorise plus mon argent, j'essaie de ne pas en dépenser et je mets du temps sur la table pour aller là où je veux aller. Si je valorise plus mon temps, je vais aller le plus vite possible, mais je mets mon argent en face. De toute façon, tu as argent, temps, effort. Choisis les ressources que tu dépenses pour accélérer. C'est tout. Est-ce que tu as besoin d'être coaché? Non. Mais c'est toujours ces phrases à la con. Tu n'as pas besoin de chaussures pour courir, mais c'est quand même plus pratique. T'as pas besoin d'alcool pour t'amuser, mais c'est quand même sympa. Choisis ton poison, tu vois. Mais est-ce qu'on en a besoin? Non. Mais bon, c'est quand même mieux, quoi. Ouais, non, mais le parallèle est intéressant et ça permet en effet d'imager la situation. Donc tu commences en 2021. T'avais fait déjà des bons chiffres entre 2019 et 2021 ou ça continue sur la même traîne que la société? Non, il y avait des chiffres sympas, mais c'est surtout que c'était pas le même genre d'activité. C'est-à-dire que je gérais tout le business depuis mon téléphone. Je bossais 1 à 2 heures par jour. Et on faisait, avec un seul réseau social, pas de liste email, pas de site, rien du tout. Et on faisait entre 150 et 300 000 par an. Ok. En foutant rien et full profit. Ok. Et pourquoi t'arrêter alors? Parce que j'étais à une étape de ma vie où j'ai envie de construire quelque chose de plus grand. D'accord. Et qui serait donc à court terme moins profitable, c'est sûr et certain. Surtout en termes de travail, revenus. Mais aujourd'hui. Effort argent. Complètement. Mais aujourd'hui, on change des vies de gens, tu vois, vraiment. On a quand même, dans notre clientèle, c'est plutôt 80% de femmes, 40-45 ans, seules à la maison avec des enfants en reconversion. Quand des personnes comme ça, ça a du sens, ouais. te disent je fais 3 000 € depuis chez moi, je peux passer plus de temps avec mes enfants,
T'as changé une vie. Mm. C'est beaucoup plus gratifiant. Je préfère faire ça que ce que je faisais à un moment. T'aurais pu faire les deux? En montant en volume, tu peux Ouais. pas continuer à travailler 1 heure par jour depuis ton téléphone. Ça marche pas. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 15 personnes, il faut les gérer, il y a 300 clients par an, il faut s'en occuper. Je travaille pas 12 heures par jour, hein, loin de là. Ouais. Mais je peux pas travailler 30 minutes par jour, à part si je suis en période de vacances, quoi. C'est quoi pour toi aujourd'hui une journée type? Moi, je me lève aux alentours de 4h du matin. Attention, il n'y a pas de miracle morning ou conneries comme ça. Je suis toujours été du matin. Ok. Il y a des gens qui sont du midi ou du soir, chacun son rythme. Ouais, moi je me lève à 9h. Ouais, non, mais moi j'ai des potes avant midi, ils considèrent que c'est la nuit. Et non, mais tu vois, je veux pas que ça tombe dans l'entrepreneur inspirant qui se l'a Ouais. 4h. Non, c'est juste mon heure naturelle sans réveil. Hein. Ok. Je suis un peu. T'as toujours été comme ça? 4 heures peut-être C'est pas, mais je normal. me suis toujours levé vers 6h Ouais. naturellement. Même quand facilement. t'avais eu 8 ans et t'allais à l'école, tu Ouais, te levais à c'est- 6h. Le matin, moi tu me réveillais, je sautais du lit, quoi. Parce que 4h, faut aller les chercher. Hein. Ouais, mais je fais pas exprès. Là, t'es réveillé depuis 5h là. 4h, ouais. Putain, Pas vache. le réveil. Jamais. Le réveil, j'estime que c'est un instrument de torture. Le réveil, c'est bien pour prendre l'avion, c'est tout. Ça ne pas de ça, sinon. Ça me fout des bouffées d'angoisse, ce truc. Il dit ça en se levant à 4 heures. Ça n'a pas de sens, Ouais, cette mais discussion. Tu vas comprendre avec le reste de la journée, en fait. Je me lève à 4h. De 4h à 7h, je suis en train d'écrire, de lire, de regarder des vidéos, de me former. 7h, je vais au sport. 8h, 8h30, je suis au bureau. Je vais bosser en général. Soit je bosse jusqu'à midi, je rentre, je mange et je m'affale, jusqu'à au moins 16h. Je dors, hein, vraiment, je fais un bout de Tu fais nuit, une quoi. sieste. Ah, Ok. c'est même plus une sieste, je dors 1h30. Genre, je me réveille, C'est je une les deuxième suis nuit. je sais pas quelle journée. Hein. Et de 16 à 18, je vais encore faire un ou deux rendez-vous. Ou alors, je reste au bureau et j'enchaîne en silo sans manger jusqu'à 15h. Mais à 15h, je rentre chez moi et j'ai fini la journée. Ok. Donc en fait, si tu veux, en termes de temps de travail, je fais une journée normale. Mais répartis Sauf différemment. répartie différemment que la plupart des gens, c'est tout, quoi. Ok. Coucher à quelle heure? 21h. Ok. Et encore si c'est pas 20h, 20h30. Ah ouais? Et tu manges à quelle heure le soir? Du coup, tu manges que 2 fois dans la journée? Matin et. Je mange 1 à 2 fois dans la journée, ça dépend des fois. Midi et soir. Ok, donc Je mange pas le matin. Tu manges- non, quand tu te lèves à 4h, tu manges rien? Ah non, j'aime pas manger le matin. Putain, jeûne le- intermittent ou pareil, c'est pas un délire de. J'ai découvert que je faisais du jeûne intermittent, mais c'est surtout que j'ai pas faim le matin et que si je mange le matin, j'ai remarqué que En fait, j'étais lent après. t'as créé des trucs sans le savoir. En fait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. En fait, j'ai rien créé, juste j'ai fait ce qui me paraissait convenable pour moi, quoi. Ouais, t'as écouté ton corps. Ouais, c'est ça. 4h midi, tu dois commencer à avoir faim quand même sur le temps du midi. Hein. Ça va. Je peux tenir vraiment sans le moindre effort jusqu'à 15h, Ok. voire 16. Après, ça commence à être un peu plus dur. Mais du coup, quand tu manges à 16h, tu remanges pas à Non, 18h. je mange qu'une fois à 16h à ce moment-là et je mange pas en le lendemain. Et du coup, t'es dans l'opérationnel. Ton opérationnel, c'est quoi? C'est en contact principalement aujourd'hui avec tes collaborateurs, avec des clients? Avec les collaborateurs à 80-90%, Ok. le reste c'est avec des clients et sinon pas mal de contenu encore. Le closing, c'est toi qui fais encore les. Non. Ok. C'est plus moi, j'ai une équipe qui fait ça. Donc tu fais le contenu. Je fais le contenu, Ok. je manage les équipes. Et encore, c'est pas moi qui manage 100% des équipes. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des pôles qui sont indépendants. Et t'as 2 clients, gros clients par an Ouais, que tu fais en one-to-one. ouais. Et encore, tu vois, par exemple, là, actuellement, mon enregistre, j'en ai 0. Ok. Mais il y a 6 mois, j'en avais 3. Enfin, ça dépend un peu des trucs. Ok. Mais Donc, ouais, en fait, aujourd'hui, t'es chef d'entreprise. Tu préfères cette position-là? c'est différent. Je sais pas si à un moment, je reviendrai au soloprenariat ou pas. Pour l'instant, c'est cette position-là qui m'épanouit. C'est là où je grandis le plus, c'est là où je progresse le plus, c'est là où je m'éclate le plus. Faire monter et progresser des équipes, tu vois, et voir les gens devenir meilleurs, voire meilleurs que toi sur des trucs et tout, c'est hyper agréable à faire. C'est vraiment une belle aventure. L'entrepreneuriat seul, c'est moins fun. Tu sais, c'est une démarche qui est plus orientée, ouais, je suis digital nomade, je prends mon cash et je m'amuse dans la vie. Quand tu t'installes et que tu te stabilises, peut-être que tu as envie d'autre chose. Et pareil, pas d'injonction, chacun fait comme il a envie. Moi, j'ai eu une période de ma vie où je voulais juste engranger le plus de bénéfices possible et faire le con. Et c'était trop cool. Et aujourd'hui, j'ai l'envie de bâtir quelque chose, en fait. Ok. Et si ça fait un peu moins de profit, que ça demande un peu plus de temps, bah, c'est OK. C'est qui ton coach? Là, tout de suite, actuellement, j'en ai pas. Le dernier que j'ai eu, j'ai travaillé avec Mehmet Gül, qui travaille aussi dans mon entreprise aujourd'hui, et qui est Ok. un très bon copain. Au mastermind? Oui. Ok, d'accord. J'ai bossé avec Margot Klein sur les blocages, sur l'argent, etc. J'ai fait beaucoup de programmes américains où il y avait du coaching, mais sur apprendre à manager, apprendre à progresser, etc. Je suis dans plusieurs masterminds en France. Là, actuellement, tu es dans plusieurs masterminds en Ouais. même temps? Ok. Tu recommandes? Ça dépend où tu en es, ça dépend pourquoi tu y vas. Si tu vas dans un mastermind vraiment pour step up, non, 2 à la fois, c'est con. Faisant un et ensuite l'autre. Si tu vas juste pour rencontrer des gens, faire du réseau et
et étendre le monde des possibles dans ta tête, alors c'est cool, ouais. Ça peut être une bonne idée. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que pour le network, c'est aussi une super solution. Moi, j'ai eu pour rencontrer des gens qui pensent comme moi, voire qui sont plus grands et qui pensent plus grand que moi. Et juste pour en fait les fréquenter. Je paye pour fréquenter des gens plus avancés que moi, que j'aurais plus de difficultés à croiser dans la vraie vie au quotidien. Sinon. Ça t'apporte beaucoup de connexions ? Ouais, 100%. Ouais, ça t'a permis de... Tu peux pas grandir si tu t'entoures pas de gens plus grands que toi. Mais les gens plus grands que toi, ils ont pas que ça à foutre. Donc en fait, soit vraiment tu trouves un moyen de les approcher comme ça, mais c'est pas évident. Soit en fait tu payes pour être assis à côté d'eux. Tu payes pour être au bon dîner, au bon événement, au bon mastermind. Tu crées une chaîne d'interview pour rencontrer des gens. Créer des opportunités en fait. Et en discutant avec ces gens, tu te fais quand même coacher malgré toi par des gens qui sont plus avancés que toi sur des points. Tu vois. Ouais, complètement. Moi, si demain, je sais pas, je veux me lancer dans l'investissement IMO comme vous faites. Premier truc que je fais, c'est je monte un podcast sur l'IMO, je fais venir 25 personnes qui maîtrisent le truc et je leur fais raconter tout ce qu'ils font. C'est exactement ce qu'on se disait hier soir avec ce podcast. Et tu sais que Jérémy, t'étais parti acheter du vin tout à l'heure parce que Jérémy nous a réclamé du vin quand il est arrivé. Il est basque, bon, bref, c'est une longue histoire. C'est faux. Il mente. Je bois pas le matin. On avait Sauf si on n'a pas encore dormi. Là, j'ai dormi. Et en fait, on en parlait et il me disait, mais moi, tu sais, le podcast aujourd'hui, c'est l'une, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est au pire, même si ça fonctionne que moyennement ou peu importe, on n'a pas les résultats qu'on imaginait, c'est juste une excuse pour rencontrer énormément de personnes. C'est un truc de malade. Moi, j'en ai aussi, ça m'a amené un peu de clientèle, hein. Ça m'a amené un peu de principe d'autorité par transfert, etc. Tu vois. Mais globalement, c'est quand même juste un moyen. On mettra le lien de ton podcast. Mais globalement, c'est quand même juste un très très bon moyen de passer 1 heure, 1 heure et demie avec des gens hyper intéressants. Quoi. Quel est l'invité qui a fait le plus, où tu as senti vraiment ça t'a apporté une crédibilité ? Oussama Hamar. Ok. Après, Oussama, c'est le cheat code de YouTube. C'est presque trop facile, tu vois. tu dis n'importe quoi sur lui, que ce soit quelque chose de gentil ou de méchant, tu fais 50 000 vues. Mais non, on a eu une conversation qui était intéressante et qui était agréable. Et, en fait, si tu veux, dans le monde du coaching, ça va pas changer grand-chose pour moi. Ok. Mais par contre, d'un coup, il y a des gens du monde du freelancing, de la Startup Nation, du B2B, etc., qui d'un coup se sont dit ah, en fait, il sait 2-3 trucs, ce gars, tu vois. Il est pas complètement con, tu vois. Et il s'assoit à la table d'hôte, donc. Ouais, c'est un peu cliché, c'est très cliché, hein, parce que Oussama, c'est quelqu'un d'hyper sympa, hyper accessible, etc. Mais ouais, j'ai senti qu'il y avait eu un revirement. Et l'effet inverse, il y a des gens depuis ces interviews qui, genre, faut plus me toucher, je suis sale, quoi. Faut plus me toucher, faut plus me parler. Ah ouais. Faut pas que je sois vu avec eux, faut pas que. C'est marrant ça. Je peux plus afficher mon nom à côté du leur. Il y a des gens, ils veulent plus me voir. T'es passé du côté obscur de la force. Ouais, c'est ça, ouais. Énorme. Ah, c'est ouf ça, j'aurais pas cru du tout, tu vois. Si. Oussama, c'est de la kryptonite. Mais moi, mais bon, après, si tu veux, moi j'ai fait Oussama. Ouais, ça me fait rire. Et surtout, en fait, j'ai fait Oussama et quelques semaines après, j'ai fait Tougan Bara. Oh bah là, bon, c'est bon. Ouais, si tu veux, c'est le tiercé dans l'ordre, quoi. Si je veux la moitié d'internet, même pas, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais c'est le tiercé dans là, oui. Et puis après, j'ai fait des coachs yin, énergétiques, un peu perchés, tu vois, comme ça, tout le monde me déteste, et puis comme ça, moi je suis bien, tu vois. Tranquille. Mais les gens qui me parlent encore, c'est des gens qui ont un cerveau. Oui. Donc en fait, moi ça va. Ça me une capacité d'analyse qui peuvent. Voilà. Surtout que c'est pas parce que tu interviews une personne, tu as le droit de. D'ailleurs, tu délivres même pas ton avis en fait dans l'interview. Ah, mais moi je l'aime bien, Oussama, je l'ai toujours dit, et je l'assume, je le revendique. Et, mais ce que les gens ils pensent de lui, je m'en tape en fait. Mais en fait, c'est pas parce que en tout cas de mon point de vue, c'est pas parce que tu côtoies quelqu'un que de fait t'es. Alors, c'est vrai que ça a une limite cette vision-là parce que peut-être qu'il y a certaines personnes, je pense à des. Genre, je pars trop loin dans ma tête, mais tu vois, je pense à Hitler ou ce genre de choses. C'est le principe d'effet d'association. Si je fréquente quelqu'un, ça veut dire que ses valeurs sont en adéquation avec les miennes. Ça veut dire que s'il fait des trucs que machin juge négatif, machin déduit que moi je suis d'accord avec ces trucs-là. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il fait que t'aimes bien, mais t'es pas forcément d'accord avec tout. Ouais, ou alors, moi je suis pas juge du tribunal commercial, en fait, ça me regarde pas et je m'en tape, quoi. Ouais, non mais ça complètement. Mais même au-delà de ça, sur la vision, etc. Je suis assez surpris quand même. J'aurais pas imaginé que autant que ça t'apporte positivement, j'imagine. Mais moi, ça me fait rire. Ça fait un tri en fait, quelque part. Moi 2022, c'est l'année où j'en ai pris le plus dans la gueule sur Internet. Et j'ai un YouTuber qui a décidé de me cibler. J'ai un grand média altermondialiste qui a décidé de me cibler. Ensuite, j'ai une grosse page satirique qui a décidé de me cibler. Et là, c'était une campagne de cyberharcèlement. Tu vois. Ils sont arrivés à 10 000 sous mes pubs, pris des faux rendez-vous Calendly, harcelé toute mon équipe. Enfin bref. Bonne ambiance. Ah ouais. Plus les interviews, là, début 2023.
T'es blindé en fait au bout d'un moment, tu vois. Et ça t'a affecté à titre personnel ou Alors la toute première vidéo, ouais, parce que je m'y Ouais. attendais pas et que tu te dis c'est pas juste. Mais j'ai fait une vidéo de réponse, hein. Donc moi je suis au clair. Ok. Ensuite il y a eu l'article, je me suis dit oh encore. Ok. Quand il y a eu la campagne de cyberharcèlement, ça c'était dur, pas Ouais, parce c'est t'as que touché à tes équipes là. ouais non mais c'est surtout qu'en fait tu dois tu sais en fait si tu veux nous on fait de la publicité en plus, on est exposé et tout, donc de toute façon tu te fais insulter 2-3 fois par semaine, c'est Ouais. la norme, hein. Ouais. Mais là pendant cette période là c'était 40 fois par heure. Ok. Et donc faut le gérer ça, faut enlever les trucs, faut bloquer les gens. Et donc en fait pendant un mois j'étais toute la journée en train de gérer ces conneries. Et donc là nerveusement c'est dur. Ouais, c'est fatigant. Ouais c'est ça, c'est éprouvant. Mais au bout d'un moment en fait tu t'en T'as fous. plus rien aujourd'hui? J'en ai toujours un petit peu, mais je le cherche en fait. Ouais. Et sur LinkedIn maintenant mes posts je les signe Jérémy, votre coach de coach préféré. Non mais en fait de toute façon en fait si tu veux, je me suis battu pendant un an pour leur expliquer que j'étais pas ça. Ils veulent pas comprendre, donc bon on va gagner du temps. Vous voulez mettre dans une case, voici la case. Non, et puis c'est ouf parce que dans le fond, c'est quoi enfin, en quoi ça leur pose problème? Si tu as des clients qui sont prêts à payer pour ton service et que ça correspond à ce qu'ils cherchent. En fait si tu veux la problématique de fond c'est il y a des gens qui dénoncent un truc qui est réel dans mon industrie, c'est l'espèce de Ponzi du coaching où tu as des gens qui ont zéro compétence. Je suis business coach qui invite à vendre cher, qui forme des gens à devenir business coach qui incite à vendre cher, qui forme des gens à devenir business coach, etc. Mm. Et moi, mes clients, c'est des gens qui sont dans la reconversion professionnelle, qui sont dans la perte de poids, qui sont dans la santé naturelle, qui sont dans le monde de amour-relation, qui sont des psys, qui sont des thérapeutes, des hypnos, des sophros. Enfin, si tu veux, moi, des clients qui font du business coaching à proprement parler, comme nous on fait, il y en a moins de 10%, voire moins de 5%. Mm. Donc à partir de là, en fait, ce qui est reproché, je me sens pas tellement concerné, mais c'est vrai que c'est chiant à la longue. Et donc j'ai longtemps essayé de contrer et de dire non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Et au bout d'un moment, je me suis dit, si vous avez raison, je suis exactement ça. Voilà. Et ça facilite les choses. Bon, au moins, ils savent pourquoi ils gueulent et moi, ça me change rien et je perds moins de temps. Ok, parfait. Parfait. Ça fonctionne? Ils gueulent moins dessus? Je sais pas, je fais plus attention en fait. Ouais. Au bout d'un moment, tu vois, Alors, en fait, si tu veux, je suis arrivé à un stade où dès qu'il y a quelqu'un qui me gonfle sur Internet, je le bloque. Je sais pas de débattre, je sais pas de discuter, je sais pas de voir s'il peut changer d'avis, je le bloque immédiatement. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est complètement inutile de se battre avec un cochon dans la boue. Vous serez tous les deux sales et un des deux aime ça. Et en fait, un hater sur Internet, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut débattre et traîner l'argumentaire dans la boue avec des arguments fallacieux la plupart du temps. Moi, j'ai pas le temps. Après, là où c'est positif, c'est que ça fait remonter les posts, si on voit le côté positif. Ouais, mais Ça te fait gagner en notoriété. Ouais, c'est mais pas forcément positif. Viralité. Ouais, en viralité, ouais, mais c'est une perte de temps en fait. Ah bah, Moi, là-dessus. j'ai la technique des 3 cœurs. Ouais, j'ai essayé. Ou alors, j'aime bien la technique le du truc. smiley comme ça, tu sais. Les gens ils t'insultent, tu fais juste. 3 cœurs, normalement, ça marche. J'avais bien aimé aussi, c'est un mec sur LinkedIn qui avait fait ça, je lui avais piqué l'idée une fois. À chaque fois qu'il a un hater, il répond avec une recette de cuisine de marmiton. Il copie-colle une recette de cuisine, tu vois. Genre le mec il dit ouais, vous êtes un escroc, voici la recette des endives à la béchamel. Je trouve ça génial, tu vois. Je l'avais fait une fois, ça m'avait fait beaucoup rire. Bon, comment on fait péter une boîte du coup? C'est quoi toute l'expérience que tu as eue, enfin péter une boîte? Comment on fait pour passer de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en un an? Le truc le plus important, c'est le product market fit. C'est l'adéquation entre ce que toi tu veux vendre et ce que l'audience veut acheter à un instant donné. Ça, c'est vraiment, tu peux craquer tous les codes que tu veux, c'est ça le plus important. C'est la base. Parce que mauvais produit, mauvais marché, tu peux te battre pour aller chercher 500 000 par an. Ouais. Mais à un moment, nous, récemment, on s'est posé la question, on a discuté avec des gens qui faisaient 2, 3, 4 fois notre chiffre d'affaires. On discute avec eux de l'intérieur du business, de leur technique, de leur compréhension, etc. Et on voit que en termes de compétences métiers, ils sont moins bons que nous. Mais ils font 4 fois notre chiffre. Et donc, en fait, il y a 2 trucs à capter et qu'il va bien falloir admettre. Leur product market fit est meilleur que le nôtre. Ils ont mieux compris leur marché que nous, on a compris le nôtre. Mm. Et leur état d'esprit, leur mindset, leur énergie sont meilleurs que les nôtres. Parce que compétences métiers, c'est pas le cas. Et plus tu avances, plus tu te rends compte qu'en fait, toutes les règles, les techniques, les machins, les trucs, ça sert à rien. Product market fit, attirer l'attention, nurture cette attention, vendre ton produit. Il n'y a pas de hack magique en fait. Il faut devenir meilleur en acquisition, démonstration, monétisation. C'est juste 3 trucs à gérer. Hein. C'est pas fou. En fait, il faut être meilleur et il faut le faire tous les jours, encore et encore. Tester. Ton état d'esprit est ultra important. On parle de mindset, d'énergie, etc. On a l'impression que c'est des trucs you perchés au clair de lune. Non, il y a une vraie réalité. Tu vois, la différence entre un mec qui fait 1 million et un mec qui fait 10 millions par an, c'est son état d'esprit. C'est ses croyances, c'est sa carte du monde. Parce que c'est ça qui dicte nos comportements en fait derrière.
En fait, si tu veux, il y Pour a. toi, il y a les gaps, si tu devais les placer dans cette compréhension, c'est lesquels? Tu parles de 1, 10 millions. Pour toi, un entrepreneur qui fait 1 million, un qui fait 10, un qui fait 100, ils ont des compréhensions différentes. C'est quand que tu passes des gaps selon toi? euh, Quand tu te confrontes à la réalité de je peux pas faire 2 fois plus de ce que je fais, tu vois. Mm. Donc je vais devoir faire autrement. Et donc là, tu vas devoir approcher une nouvelle identité en fait. Je te donne un exemple. Pour passer de 0 à 10 000 par mois, il faut faire du contenu, pousser ton offre, la vendre toi-même. Tu veux passer à 100 000, tu te rends bien compte que tu peux pas faire toi-même 10 fois plus de ce que tu fais. Mm. Ok, il faut recruter une équipe donc. Il faut que cette équipe elle soit autonome pour gérer ça en volume x 10. Maintenant, une fois que tu es à 100 000 par mois, tu veux passer, je sais pas moi, à 300 000, tu sais que tu peux pas gérer 3 fois plus de volume de clients. Donc il va falloir d'autres offres. Et ces offres-là vont devoir être marketées différemment. À qui, pourquoi, comment. Ok, d'accord. Donc en fait, là, c'est plus l'acquisition. Le problème, c'est comment je fais pour que mes clients ils upsell. Pour qu'ils upsell, il faut qu'ils aient plus de résultats. Donc il faut que je leur amène des résultats plus rapides. Donc il faut que je cible mieux mon persona. Pour avoir seulement des gens qui vont réussir et qui vont être tellement contents, tellement vite qu'ils auront envie d'upsell. Et donc en fait, j'augmente ma LTV, ma valeur par client. Et donc je peux dépenser plus en acquisition. Donc, je peux passer devant mes concurrents, faire plus de volume. Et tu vois, je sais pas, c'est des compréhensions différentes de ce que tu dois craquer. Au début, tu dois craquer le product market fit et mettre les mains dedans. Ensuite, tu dois craquer l'acquisition et la démonstration. Et ensuite, tu dois craquer en général la rétention client. Ok. La rétention et valorisation. Et après, derrière, c'est des couches de management, c'est attaquer des plus gros marchés en étant plus grand public, etc. Moi, j'en suis pas encore là. Moi, là, je suis dans la phase où je me dis, OK, comment, et là, ça fait à peu près 6 mois que je suis là-dedans, comment je fais pour que mes clients ils aient encore plus de résultats? On a rajouté des coachs, on a rajouté du customer care, on les sélectionne mieux à l'entrée, on a revu tout le parcours client, etc. Et là, on le voit, ce qui n'était pas le cas avant, on commence à avoir des clients qui passent d'un programme au programme du dessus. De plus en plus là. Ok, donc là, tu es en plein upsell. Ouais. Ok. C'est un souhait de ta part d'aller plus loin en termes de chiffre d'affaires? Ouais. Ok. C'est un jeu, je veux aller jouer au jeu d'après. Ok. C'est quoi C'est le niveau l'objectif? d'après. Cette année, ça va être entre 1 million et 1,5 million. On va essayer d'aller faire x2 sur l'année d'après. Foncièrement, si tu veux, moi je dis toujours un peu la même chose. J'ai une très très grande vision. Je suis prêt à aller très très loin. On peut aller à une boîte qui fait 100 millions de valo, etc. Moi, il y a 3 règles en termes d'ambition. Alors, je ne ferai jamais un truc qui fait 1 milliard parce que ça, tu n'y arrives pas sans faire exprès. C'est fait ultra intentionnel. Et par rapport au type de marché où je veux aller, au type d'entrepreneur que je veux être, au type de solution que je veux amener dans le monde, etc., j'aurai jamais une boîte qui fera 1 milliard, même si je le voulais. C'est pas la peine. Même si tu t'appelles le monde entier, tu penses qu'il n'y a pas le marché pour 1 milliard? Non, pas sur ce qu'on fait nous. Mais c'est surtout, en fait, mon ambition est sans limite du moment que c'est fun, c'est lucratif, ça nique pas ma vie perso. Et que tu t'amuses, ouais. Ouais, c'est ça. Tu prends du plaisir. Tant que c'est fun, lucratif et que ça détruit pas ma vie personnelle, moi je vais continuer à avancer. Tu parles Et aller de chercher des business à 1 milliard en disant que c'est pas un hasard, etc. Tu as rencontré des gens qui étaient à ce niveau-là et Un ou deux dans ma vie, ouais. et tu sens Non, que je c'est pas un hasard? veux pas leur vie en fait. Ok. Mais genre jamais. Ah ouais? Je change pas avec eux. Non. Tu me dis, tu peux récupérer leur vie là maintenant, demain, avec 1 milliard, une boîte à plus d'1 milliard, mais tu récupères aussi tout ce qui va avec. Non, j'y vais pas. Pourquoi trop d'emmerde? Ouais. C'est ce qu'il faut faire pour en arriver là. J'ai pas vu grand monde qui a une vie équilibrée, épanouie. Tu vois, t'as un tel manque en toi que tu crées un truc spectaculaire. C'est bon pour le monde, hein, souvent. Hein, et puis des fois pas aussi, mais Et pour toi, moi. c'est pas ça que je veux dans la vie, quoi. Intéressant. Des entrepreneurs qui sont partis de zéro? Je sais pas si sur une seule génération ils ont fait 0 à 1 milliard. Je crois que c'est 2 générations. Ok. C'est quelqu'un qui a récupéré et qui a fait fructifier. C'est un délire. Imagine. Bah, moi, le milliard me fait pas rêver non plus, donc ça là-dessus, je suis assez. Et ça sert à quoi en fait? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux t'acheter à 1 milliard que tu peux pas t'acheter à 100 millions? Bah, à part C'est des- Xavier Niel qui disait ça. En fait, il disait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu changes de jeu, c'est-à-dire que au début, tu gros joues avec des bateau, quoi. voitures. Bah, en fait, il disait, tu joues avec des voitures. Ensuite, quand tu pèses 100 millions, tu joues avec des avions. Et quand tu pèses 1 milliard, tu joues avec des fusées. Ouais, je me ressens pas le besoin d'avoir une fusée. Non, mais Ni après, même d'avoir un avion ou un bateau, ça se loue. Hein. comment tu gères ta vie perso, pro? Tout est un peu mélangé, tu scindes bien les choses? J'ai longtemps cru que je pouvais scinder. En fait, il n'y a rien à scinder du tout. Et en plus de ça, maintenant, ma femme, elle travaille avec moi. Donc, Tu pars souvent en vacances? je pars souvent en déplacement, en voyage. La notion de vacances, pas trop. tu travailles tout le temps? Ouais, quand même. Quand tu dis en déplacement, c'est que tu vas voir des clients ou Non, tu vas travailler? je vais travailler ailleurs, je tu vais vas voir des travailler. potes, je vais en famille, Ouais, cool. je me balade avec des gens, etc. Mais je suis rarement off. Et tu vois, je vois, l'année dernière, je me suis marié, et même pendant mon voyage de noces, tu vois, vu que j'étais debout 2 heures avant ma femme, le matin, je geekais des trucs de boulot, quoi.
Je bossais pas, j'avais pas pris mon ordi, rien, mais j'ai geeké des trucs de boulot. J'aime ce que je fais, j'ai pas envie de m'arrêter. Ouais, t'es passionné. Tu travailles tous les jours? Alors le week-end, très peu. Ok. Alors en fait, si tu veux, moi, le week-end ou les vacances ou les jours off, je vais bosser, entre guillemets. Hein. Bosser, c'est regarder ce qui se passe, quoi. Hein. Du moment où je me lève jusqu'au moment où tout le monde se lève. Ok. La Ouais, t'as journée une part. petite phase, une petite parenthèse pour toi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est quoi tes endroits sur la planète que t'aimes bien pour aller travailler, prendre l'air, t'aérer? Moi, je suis quand même particulièrement bien à Biarritz, là où je suis actuellement. C'est quand même très très cool comme endroit. C'est bizarre. Euh, ouais. J'ai moins voyagé ces 2 dernières années. J'adore la Thaïlande, le nord. Ok. Même si là actuellement niveau Shanghai. ouais, Chiang Mai, ouais. C'est ouf de calme et de sérénité comme endroit. Même si là maintenant côté pollution ça devient un peu chaud quand même. Bon alors là c'est la burning season où ils crament les champs autour, de toute façon c'est irrespirable. Hein. Il y a tout le monde qui part à l'hôpital. Mais même hors burning season, Chiang Mai ça commence à devenir très pollué, c'est un peu compliqué. Sinon moi je suis bien en France en fait, je suis bien à Paris, je suis bien à Strasbourg, d'où je viens. J'aime bien la Suisse. Je Ok. trouve ça cool, calme, etc. En fait, Je n'ai pas forcément envie d'y vivre, mais ce que t'aimes, c'est changer d'environnement en permanence. ouais. Et c'est ça qui. Tu penses que ça joue sur ta créativité, le fait de. Ouais, Une 100%. semaine. Ok. 100%. Ouais, en fait, c'est simple. Moi, tu m'assois dans un train ou dans un avion, déjà, j'ai 25 idées qui arrivent. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été comme ça. Genre, je suis bloqué depuis. En fait, si tu veux, Le mouvement te. ouais, au bout de 6 à 8 semaines au même endroit, sans bouger, ne serait-ce que 24 heures dans une autre ville, je dépéris. Et j'ai pas besoin de bouger énormément. Hein, tu sais, tu me mets 48 Ouais. heures dans la ville d'à côté, c'est bon. Ok. C'est un peu Ouais, bizarre. genre, tu changes ton setup. Ouais, et c'est ça, ouais. Déjà, ok. J'ai besoin de changer de cadre, d'environnement, etc. Mais avec les années et avec le type de boîte que j'ai aujourd'hui par rapport à avant, je suis devenu quand même plus casanier, plus routinier, plus posé. J'ai moins envie de parcourir la planète avec mon ordi en mode digital nomade. C'est chiant, c'est fatigant en fait. On a essayé avec ma femme en quittant Paris. On s'était dit on va voyager 2 ans. Ça va être trop bien. On a voyagé 4 mois. On était épuisés, on avait qu'une envie, c'était de se réinstaller quelque part, quoi. Ok. Donc en fait, ton schéma, c'est plus ouais, une semaine à Lisbonne, une semaine là, une semaine Tu machin. reviens à Biarritz à chaque fois. Mais Ouais, un voilà. petit Alors là, passage. là, je bouge même plus autant que ça hein, actuellement. Je suis Ok. juste tout le temps à Biarritz, je suis très bien là-bas. Mais ouais, le schéma idéal, c'est un peu ouais, tu vas faire une semaine, ensuite tu restes chez toi 2 mois, Ok. etc. tu vois. Trop cool. T'as des enfants, toi? Non, pas encore. Tu veux? C'est prévu. Ok. Sur cette aventure entrepreneuriale, du coup, qui dure 2 ans, Mhm. vous êtes passé de 0 à 15 en 6 15. mois, non? Non, la première année, on est passé de 0 donc à 6 ou 7. Et là, En 2021? de 2021-2022. Et sur fin 2022-2023, là maintenant, on est 16, 17, un truc comme ça. Ok. T'as 6 coachs, ça veut dire que Ouais. t'avais tellement de besoins en coaching que t'arrivais plus à tout assumer et du coup tu t'es retrouvé à. Tu pouvais pas tout faire. Alors, déjà, je voulais pas tout assumer. Ok. En plus de ça, il y a plein de trucs où c'est plus moi la meilleure personne pour le faire. Je donne un exemple tout con. Si tu veux, si t'as jamais roulé en voiture de ta vie, Ouais. est-ce que tu préfères apprendre à conduire avec un moniteur d'auto-école ou avec un pilote de F1? Ouais, non mais. Si on te fout à 17 ans sur un circuit avec un pilote de F1 et une voiture avec 600 chevaux, Mm. la première chose que tu fais, c'est d'aller droit dans les pneus. Dans le Mm. meilleur des cas. Mm. Moi, aujourd'hui, il y a plein de trucs où je sais plus ce que ça fait de pas savoir. Ok. Donc, en fait, le client il me posait une question, je vais même pas comprendre sa question. Mm. Ou genre, intérieurement, je vais me dire, mais il est con, quoi. Enfin, c'est évident. Bah non, c'est pas évident pour cette personne, en fait. Ouais. Mais moi, ça fait tellement longtemps que je sais que je comprends plus. Et donc, pour ça, j'ai besoin de gens qui sont 1 ou 2 crans au-dessus des clients et 1 ou 2 crans en dessous de moi. C'est pour ça que des fois, des formateurs qui viennent d'apprendre tout juste une compétence, des fois sont des très très bons Ouais. coachs parce que 100%. ils comprennent tout de suite les peurs, les problématiques, les inquiétudes, ce qu'ils vivent, ils l'ont vécu peut-être il y a 6 mois, 1 an, et du coup, ça match tout de suite. Alors que, effectivement, toi, les problématiques, maintenant, ça remonte d'il y a quand même quelques 5-6 années. ans, ouais. Donc, l'émotionnel, les sensations, le ressenti, les peurs, les craintes. Mm. Moi aujourd'hui, je suis plus du tout la bonne personne pour aider nos clients à aller, par exemple, de 0 à 2-3 000. Ok. C'est pour ça que j'ai une équipe Par de contre, coaching. après, Ouais. Bah, ceux qui sont entre 5-10 et qui veulent aller chercher 20, 30, 40, 50, moi, c'est un truc pour moi qui a 12-18 mois. C'est encore très frais. Je sais encore exactement quels sont leurs blocages, qu'est-ce qu'ils vont devoir dépasser, où est-ce qu'ils doivent recruter, où est-ce qu'ils doivent oublier, où est-ce qu'ils doivent focus, etc. C'est quoi ta meilleure réussite client que t'as emmené le plus loin? Une personne que j'ai eu en one-one qui a lancé un business de 0 et qui en 6 mois était à 40 000, je crois, par mois. Mensuel? Une personne qui est passée de 5 000 sur à quelle thématique c'était? business. Ok. Une personne dans la perte de poids qui est passée de 5 000 à 25 000. Pareil en quelques mois, sans publicité. Sinon, on a beaucoup de 1000, 2000 à 10 000 en quelques mois aussi.
Mais je pense que les plus impressionnants pour moi, c'est pas des gens qui font des gros chiffres, en fait. C'est des gens qui ont des changements de vie Ouais. avec des chiffres normaux. C'est vraiment, genre, il me reste 6 mois de chômage. Et en fait, je vis d'un métier que j'aime, avec mes gamins, à la maison, en bossant. Il y a pas longtemps, il y a une cliente qui nous a dit, bah, en fait, j'ai gagné 2 fois plus et je travaille 2 tiers moins. Et mes enfants, ils comprennent pas. Voilà, ça, tu vois, ça, c'est. Ça, il y a c'est- petite victoire Il là. y a plus de fierté pour moi de ça que de la personne qui fait 40 000. Ouais, puis je pense qu'aujourd'hui, peut-être en termes de communication, de pouvoir afficher des profils comme ça sur des chiffres normaux pour les gens normaux, parce que des fois, on en discute avec Emery, on dit, mais quand on voit des trucs, on a l'impression qu'on parle pas des mêmes euros, tu vois. Il y en a qui parlent encore en francs et nous, on parle en euros. Il y a des échelles qui sont plus les Ouais. mêmes, tu vois. Je me suis beaucoup battu sur Internet pour ça, en opposant les réussites normales et les réussites atypiques. Oui. Réussite atypique, ce que 0,01% de chance de gens vont faire. Réussite normale, ce que 99% peuvent atteindre. Mais la grosse problématique, c'est que comment tu fais pour avoir 99% de chance de faire 2-3 000 ? C'est pas du tout la même méthode que pour aller chercher 100 000. Et donc en fait, les gens qu'on envoie chercher 100 000 alors qu'ils veulent 5 000, on leur fait prendre des risques qu'ils n'ont pas besoin de prendre. Est-ce que tu penses que pour aller chercher 100 000, il faut passer la première étape des 10 000 obligatoirement Si ou- tu es un first-time entrepreneur, ouais. Ok. T'as pas le choix. Faut mettre les mains dedans, faut comprendre, faut capter, etc. Sinon, tu vas te brûler les doigts. Si tu as déjà monté 3 boîtes avant, non. Tu Ok. montes tout de suite ta Ferrari, quoi. Enfin, Il y a un parcours initiatique qu'il faut quoi qu'il arrive. ouais, mais sinon, en fait, tu peux pas former tes équipes si tu comprends pas ce qui se passe. Bien sûr. Ok. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Bah, franchement, c'est bien, c'est synthétique, j'aime bien. Moi. On va droit au but. Il nous reste 2 questions à te poser. Ouais. Est-ce que, et le temps que tu cherches au sein de ton esprit, je vais dire, dans ta tête, on va te donner des exemples pour que ça te donne des idées. Est-ce que tu as une passion, et tu en as forcément une passion inavouable, pour te donner des idées? On a eu différentes réponses, C'est très très large. Ça passe de la spiritualité à la collection des jeux Kinder, aux serviettes, en passant par la masturbation. Il y a vraiment quelqu'un qui ose dire ça, Ouais, quoi. la Il a vidéo dit- est en ligne. C'est 5 très fois par jour. Il Il a 500 000 personnes sur Instagram. C'est quoi, c'est beaucoup. Quand même. On a plus de 18 ans. Hein. Une passion inavouable. Moi, je suis assez monomaniaque. J'ai un besoin viscéral d'apprendre des trucs. Mais des fois, c'est des trucs utile au business, c'est hyper intéressant. Enfin, intéressant au sens, tout le monde trouve ça bien d'apprendre ça. Et des fois, c'est les rabbit holes. Tu vois, c'est genre, je tombe dans un truc et je Et- geek dessus. à fond. Le dernier truc, mais c'était une obsession maladive, je regardais ça sur YouTube 3 heures par jour, c'était les chanteurs de métal qui buglent. Et en fait, j'étais persuadé que c'était juste des imbéciles qui gueulaient, qui se niquaient les cordes vocales, en fait. Et en fait, il se trouve que c'est une technique de chant, de vibration des cordes vocales et de Là, placement t'as de la gratté. gorge qui est oufissime. Là, t'as gratté. Et donc, en fait, ils sont du niveau technique des meilleurs chanteurs. Et ils sont pas du tout mal. Et donc, ça peut être ça, mais ça peut être aussi... J'avais maté à l'époque le film Premier Contact. Et ensuite, je me suis retrouvé sur Wikipédia à cliquer sur l'hypothèse de Sapir-Whorf sur le déterminisme linguistique. Et ensuite, je remonte les articles Wikipédia et je passe 6 heures pour comprendre la notion de déterminisme linguistique, à savoir la langue qu'on parle détermine notre façon d'être et de comprendre les choses. Qui est une hypothèse qui a été décriée, mais qui en même temps est un peu validée par certains. Enfin, et donc, vraiment, des fois, j'ai des rabbit holes comme ça où je vais tomber sur un truc et je vais passer beaucoup trop d'heures sur un sujet qui n'a aucune raison de passer autant de temps dessus, tu vois. Quand tu croises un sujet, ouais, ça peut m'arriver aussi. Tu croises un sujet et genre tu grattes un peu. Et puis en Ouais, fait- j'ai besoin de savoir. Et- Ça me gratte dedans tant Ah que ouais, je sais ouais, pas, quoi. fou. Ouais, Ça va, c'est plutôt une passion inavouable. Ouais, ça va. C'est pas mal. intéressant. Et est-ce que tu as des passions? Non, mais non, des. Si, des passions. Si, Ouais, si, tu peux demander la Est-ce passion. que tu as d'autres passions que le business, que Business, sport, sport? Il y a lecture. quoi comme sport? Actuellement, je suis dans une phase où je fais surtout de la force athlétique, Ok. de la musculation, mais j'ai eu des périodes où c'était street workout, ultra trail, marathon. J'ai eu plein de périodes dans ma vie. T'as fait un Ironman? Non, je fais Est-ce que je fais pas de triathlon parce que je nage comme un caillou. Est-ce que tu es un mec? Est-ce que Et tu es un j'aime mec? pas faire du vélo en plus. Est-ce que tu es un mec de phase? Ouais, complètement. Ok. Mais en plus des phases très très monomaniaques, très obsessionnelles et Bah oui, j'entends le trail, le métal. ouais, non, c'est vraiment des trucs, Ok, trop cool. et pareil, tu vois, j'ai commencé à courir. 1 an et demi après, je commençais à faire des marathons. Et ensuite, je suis passé sur des trails de 55 km. Et puis à un moment, j'en ai marre de courir, je cours plus du tout, quoi. Ouais. Alors que, tu vois, je fais du street workout, je maîtrise 95% des figures, sauf la planche, parce que âge plus morphologie, enfin, ça me demandait trop d'efforts, j'avais plus envie. Et puis ensuite, j'arrête, j'en fais plus du tout. Puis je vais faire la musculation et je passe des barres à plus de 100 au bench, alors que j'ai jamais trop fait de trucs comme ça.
Ça, j'ai vraiment des obsessions, quoi. Je suis un mec Obsession. obsessionnel. Et dans ma vie, j'ai eu un moment de ma vie la gémologie, vraiment les pierres précieuses. Ok. Pierres précieuses et semi-précieuses. Et les timbres, le bodybuilding, des trucs qui n'ont que ni tête. Et vraiment, c'est obsession maladive jusqu'à devenir vraiment dans les 5% les plus cultivés du pays sur un truc. Et ensuite, genre 6 mois après, je peux l'avoir oublié, quoi. J'ai des trucs un peu d'autiste là-dessus. Et par contre, niveau business, t'arrives à y rester constant. Ouais, parce que je vais apprendre d'autres morceaux du business. Et parce que je regarde beaucoup ce qui se fait dans d'autres industries que la mienne pour voir ce que je peux rapporter dans la mienne. C'est aussi pour ça que tu veux constamment évoluer, parce que si tu restes au même niveau, tu vas te faire chier. Je me fais chier très vite. Ouais. En fait, aujourd'hui, ça va parce que j'ai un bras droit qui est vraiment un intégrateur, un mec qui construit, tu vois, qui systématise et tout. Et donc, en fait, moi, je fais des trucs, je casse des trucs, il les sécurise. Je dois juste me tenir à carreau le temps qu'ils mettent tout droit. Et ensuite, j'ai le droit d'aller refaire des conneries. Tu vois. Oui, il gère vraiment l'opérationnel. L'opérationnel, on le gère à deux, mais c'est lui qui fait que mes conneries ne sont pas juste des conneries anecdotiques et deviennent des assets dans le business, en fait. Ok. Est-ce que les montres, c'est une passion Ou c'est vraiment, tu l'as pris vraiment du côté investissement C'est plus une passion quand même qu'un investissement. Maintenant, je suis pas passionné par la technicité derrière, tu vois. J'ai aucune idée de comment c'est foutu à l'intérieur. Et je me suis jamais trop penché dessus, peut-être que ça viendra. Hein. Ouais, en fait, un jour, tu vas péter un câble et tu vas être. C'est possible. Et tu vas fabriquer ta propre boîte. je serais bien genre à faire ce genre de conneries. Aujourd'hui, c'est la beauté de l'objet. Sans me mentir sur le fait que c'est un objet statutaire, tu vois. Oui, tu te racontes pas d'histoire à toi-même. Non, j'ai une Rolex parce que quelque part j'aime bien ce que ça dit de moi, tu vois. Et c'est honnête. Et c'est ok, tu vois. Et j'essaie pas de me dire que oui, c'est parce que c'est un investissement, oui, c'est parce que j'aime bien ce qu'il y a dedans. En fait, je sais pas ce qu'il y a dedans en plus. Juste, je la trouve belle, je l'aime bien. Et encore, je vais te dire, je suis très influençable. Je me souviens de quand ils ont sorti la Daytona Oyster Flex, donc le bracelet caoutchouc. Je l'ai vu la première fois, je fais c'est quoi cette horreur 6 mois après, je voulais absolument me l'acheter. Parce que je l'avais vu partout pendant 6 mois et ça m'a grillé le cerveau. Je fais ça avec l'AirPod Max. Ouais, c'est quoi cette merde 3 mois après. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Il y a des objets qui sont purement statutaires et c'est ok aussi, tu vois, c'est pas grave. Ok. Tu nous as parlé de crypto tout à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que c'est allez, c'est ton petit ticket de tombola dans le. Ouais, c'est ça. C'est en fait, si tu veux, j'ai moins de 5% de mon patrimoine là-dessus. C'est de dire si un jour le monde se pète vraiment la gueule, on sait jamais. J'ai de quoi passer la frontière. Et si le système financier change radicalement, je suis positionné. Et si je perds parce que j'avais tout faux, c'est pas très grave par rapport à mon patrimoine. Ça vient pas. Voilà, ça vient pas fragile. Oui, j'ai exactement c'est un peu ça le calcul, tu vois. Même démarche. Vu ce que c'est en train de devenir, ce serait un peu con de pas en avoir du tout. Mais de mettre full crypto, ça serait aussi débile. J'y crois pas assez. En fait, je crois profondément à la techno qui est derrière et de ce qu'elle va donner dans le monde dans le futur. Mais je suis pas du tout certain que c'est les assets cryptoactifs qu'on a actuellement qui vont être ceux du futur. Peut-être même Bitcoin, en fait. Je sais pas s'il va. C'est quoi tes 3 cryptos préférés? Moi, aujourd'hui, je suis exposé sur Bitcoin et Ethereum, bien sûr. Ouais. Je crois que j'ai un peu de Solana. Ok. Courageux. Ouais, mais c'était au moment où je l'ai acheté, c'était pas censé être courageux. Tu vois. Je suis parti en couille ensuite, mais je l'ai pas dégagé. Qu'est-ce que. Non, c'est tout, je crois. C'est tout. Ouais, mais surtout Bitcoin et Ethereum. Ok. Oui, puis après, ça sera peut-être pris par les États, finalement. C'est là où tu dis que peut-être. C'est en cours, leur euro numérique, c'est au programme. Hein. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la technologie va certainement être utilisée, mais en fait reprise par les États. Et donc finalement, ce qui est créé par. Je suis pas sûr que c'est eux qui allaient en faire le meilleur truc, mais. Parce qu'il y a pas longtemps, il y en a un qui a essayé de sortir un cryptoactif. Je sais plus si c'était une banque ou un État européen. Et forcément, le code a été public. Hein. Forcément, c'est des cryptos sur le blockchain. Et ouais, dans le code, c'était sale, quoi. En gros, sur un bouton, ils peuvent cramer. Ils peuvent prendre l'argent. Ils peuvent prendre l'argent, ils peuvent le brûler, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. En fait, exactement. Ils peuvent le saisir. C'est pas tout à fait décentralisé, tout ça. Hein. Mais en même temps, c'était pas leur but. Hein. Non, et puis en fait, l'État aime tracer. La crypto-monnaie, c'est le seul truc où on peut tout tracer. C'est-à-dire que la moindre transaction peut être tracée. Ouais. Donc, mais pour eux, c'est idéal. Hein. Ah, mais pour eux, comment ça va se mettre en place, c'est tout. Mais c'est un des enjeux. Et foncièrement, quand on trace mon argent, je m'en fous. Le problème, c'est ce que ça implique. Tu vois, demain, tu as un crédit carbone. Désolé, monsieur, vous avez pris l'avion une fois ce mois-ci, pas de viande rouge. Ouais. Je dis pas qu'il faut pas faire un truc pour le réchauffement climatique. Hein. Ouais.
Je dis que s'ils décident de le faire comme ça risque de me casser un peu les. Bah, surtout quand t'es du sud-ouest. Et ouais, c'est ça. Si j'ai le droit de manger de jambon, faire la gueule, moi. Tu vas aller vivre ailleurs? C'est dans tes plans d'ailleurs ou pas? J'aime la France, j'ai envie d'y rester. J'aime toute ma famille qui est en France. La France m'a beaucoup donné. Je paye mes impôts en France, ma société en France, etc. Je partirai que si ça part vraiment en couille, mais pas genre à cause des impôts ou quoi. Je m'en fous de les payer. J'estime que si t'en payes beaucoup, ok, c'est un peu confiscatoire, je suis d'accord, et en plus ils font n'importe quoi avec, mais bon, admettons, tous les pays vraiment cool, tu payes beaucoup d'impôts. Si je décide de quitter la France, c'est que le pays est parti en couille, genre qu'il n'y a plus assez de sécurité ou que le climat social est devenu trop tendu. C'est la sécurité pour toi la priorité? Ouais, sécurité, climat social, direction du pays. Mais je partirai pas pour les impôts, quoi. Ok. Et je suis pas parti en 2020 quand ils m'ont enfermé chez moi. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée, qu'on aurait dû te poser ou que tu aurais aimé qu'on te pose, un sujet qu'on n'a pas traité, que tu aurais aimé aborder? Non, je crois pas. Non, on a déjà pas mal fait le tour là. Hein. Est-ce que t'as passé un bon moment? Ouais, c'était cool. Je crois que tu vas être parmi les podcasts les plus rapides. Ouais, synthétique. Ah ouais, non, ça Simple, efficace. c'est toujours comme ça. on peut passer 4 heures sur un truc ou le torcher en 10 minutes. Moi, Ouais, c'est ce que tu disais en fait. Ouais. Si tu... La prochaine fois, on parlera de timbre. En fait, j'ai un truc par rapport à la façon dont je restitue l'information, et je l'ai depuis tout petit en fait. Soit je sais, et je sais immédiatement, c'est-à-dire j'ai une capacité de mobilisation de mes connaissances qui est immédiate, soit je sais pas, et tu peux me laisser 6 heures devant une feuille blanche, je saurais pas. Hein. Donc en fait, par exemple, mes partiels, même des partiels de 6 heures, j'ai fini au bout de 45 minutes. Ou pas. Mais ça pouvait présager d'un 18 comme d'un 0. Ça voulait rien dire. C'est juste que si je sais tout de suite. Et si je sais pas, je sais pas. Donc dans tous les cas, ça vient de rester. C'est vrai, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on te pose la question du tac au tac, tu réponds, et tu réponds exactement ce que tu imagines comme étant la bonne réponse. Ouais, puis Mhm. une capacité à synthétiser. C'est-à-dire que quand tu nous dis pour le business, c'est product market fit, machin, Ouais, c'est ça, très c'est- très Après, synthétisé. tu dois t'habituer aussi à le dire. Mais... Ouais, c'est parce que je répète et je raffine mes réponses en permanence. Ok. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'interviews, je fais beaucoup de vidéos, je fais beaucoup de live, je fais beaucoup d'écrits, je fais beaucoup avec les clients, je fais beaucoup de formations. Et finalement, tu répètes un peu toujours la même chose et bah, tu raffines ton propos année après année. Et donc forcément, au bout d'un moment, il est plus synthétique, quoi. Trop cool. Mais en tout cas, on a passé un super moment. Ouais, merci, c'était Pareil. cool. Et puis, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Ciao.